suis très heureux d'être là. Avant peut-être de me présenter, je souhaiterais vous poser une question. Alors, à votre avis, quel est le fromage préféré des Français? Excellente réponse. Comment vous le savez? Expérience des Français. Exactement. D'autres suggestions? Eh bien, en fait, c'est grâce à la donnée. Parce qu'on s'est basé sur les ventes des supermarchés, plus précisément les ventes de fromage, et on a vu que le fromage le plus vendu était bien sûr le camembert. Donc en fait, tous les jours, on crée de la donnée. Et d'ailleurs, ces 2 dernières années, on a créé 90% des données de tout le monde. Et depuis qu'on est arrivé dans cette salle, on a créé plus de données que depuis le début de l'humanité jusqu'à l'année 2003. Donc en fait, la donnée transforme la façon avec laquelle nous vivons, avec laquelle nous travaillons, avec laquelle nous pensons. Donc je m'appelle Yacine Regragui, je travaille pour le cabinet de Deloitte depuis un peu plus d'1 an. Et avant d'intégrer Deloitte, j'ai travaillé pendant 6 ans en Chine. Donc les 2 premières années, j'ai été passionné par les startups. J'ai travaillé pour 2 startups chinoises avant de pouvoir avoir l'occasion de créer la mienne, qui était spécialisée dans un e-commerce où je vendais des vêtements sur mesure pour le marché chinois. Et ensuite, j'ai intégré le groupe Alibaba, où j'ai travaillé pendant 4 ans, et où j'ai notamment permis aux étrangers d'utiliser l'application Alipay, qui aujourd'hui est utilisée par plus d'1 milliard d'utilisateurs. Et en fait, le point commun entre toutes mes expériences et tout mon parcours, c'est que j'ai été amené à travailler sur la donnée. Et afin de pouvoir définir la donnée, j'ai longuement réfléchi. Et je me suis dit qu'au vu de mon expérience en Chine, ça pourrait être intéressant de faire le portrait chinois de la donnée. Donc, si la donnée était un endroit, eh bien, ce serait la forêt amazonienne, parce qu'il y a des millions d'arbres, exactement comme la donnée. Les GAFA, les BATX en Chine, traitent des milliards et des milliards de données quotidiennement, et qu'on parle bien sûr de big data. Si la data était un objet, ce serait un livre documentaire, parce que c'est une source de connaissances. Par exemple, si je prends le smartphone de n'importe qui, je peux savoir comment il s'appelle, je peux savoir avec qui il parle, je peux savoir combien il dépense, je peux finalement tout savoir sur lui, exactement comme la donnée. Si la donnée était une matière, ce serait du bois, parce que le bois est modulable, exactement comme la donnée. Donc on le voit dans les ordinateurs avec les 0 et les 1, qui sont transformés en photos, en vidéos, et en toute forme de données. Si la donnée était un métier, eh bien ce serait le consulting. Parce que les consultants aident à prendre des décisions, exactement comme les données. Donc en fait, les données nous permettent de trouver des solutions à des problèmes complexes. Et enfin, si la donnée était un insecte, eh bien ce serait une abeille, pour 3 raisons. La première raison est que l'abeille peut être extrêmement dangereuse si elle est en groupe. Donc un essaim d'abeilles peut attaquer une personne et ça peut être extrêmement dangereux. L'abeille est rapide, elle fait partie des insectes les plus rapides, peut voler à 50 km/h. Et l'abeille est aussi puissante, parce qu'elle arrive à produire du miel, et ce miel peut avoir des bienfaits, peut être utilisé par des médecins, etc., pour différentes raisons. Et bien pour la donnée, c'est exactement la même chose. Elle peut être considérée comme dangereuse. D'ailleurs, il y a une étude de Deloitte qui montre que seuls 22% des Français acceptent de communiquer leurs données personnelles et de consommation aux banques. Et ce chiffre baisse d'année en année. La donnée est rapide. Regardez ce qui se passe en 1 minute sur Internet. 150 millions de mails sont envoyés. 20 millions de messages WhatsApp sont envoyés. 2,5 millions de recherches Google sont effectuées. Et ces chiffres augmentent de 20% chaque année. La donnée est puissante. En 2006, regardez la ligne du haut,
ça représente les 5 plus grosses entreprises mondiales. 1 sur 5 était technologique. En 2016, les 5 plus grosses entreprises mondiales sont technologiques et sont basées sur la donnée. Voici la liste des 20 plus grosses entreprises technologiques dans le monde qui sont toutes basées sur la donnée. Leur valeur est de 5 200 milliards d'euros, ce qui est l'équivalent de 2 fois le PIB africain. Eh bien, j'aimerais faire un focus sur une d'entre elles, qui est chinoise, et qui est Alibaba. Donc Alibaba, on considère que c'est un e-commerce, que c'est une sorte d'Amazon, mais en fait c'est bien plus que ça. Pour avoir eu l'occasion de travailler dans cette entreprise et avoir pu développer l'application Alipay, j'aimerais vous en parler quelques minutes. Alipay, en tant qu'utilisateur actif, j'ai dû l'utiliser pendant 6 ans en Chine, sans avoir à aller à la banque une seule fois pour retirer de l'argent ou encore pour utiliser ma carte bancaire. Donc en fait, les Chinois l'utilisent plus de 40 fois par jour. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec cette application? Ils peuvent bien sûr payer, transférer de l'argent, prendre un prêt, souscrire à une assurance, mais bien plus que ça. Ils peuvent réserver un VTC, ils peuvent appeler leur médecin, ils peuvent signer un contrat, ils peuvent commander un repas à domicile, ils peuvent demander un visa. En fait, ils peuvent vraiment tout faire avec cette application. Et finalement, Alipay connaît extrêmement bien leurs clients. D'ailleurs, toutes ces données ont donné lieu à la création d'un score. Donc bien sûr, un score à dissocier avec le score que les autorités chinoises donnent à leurs citoyens. Mais ce score, qui est de 700 pour moi, donc fantastique, me permet d'avoir accès à des services extrêmement privilégiés. Par exemple, je peux louer un appartement ou encore avoir à demander un visa pour le Canada si je suis chinois sans avoir à passer par des formalités extrêmement compliquées. Ou encore louer une voiture sans avoir à trouver un garant. Donc en fait, c'est un score de confiance qui est basé sur l'ensemble des données qui sont collectées dans l'application. Ça effraie un peu parce que on pense même au cercle d'amis qui sont mes amis Alipay, ça peut aussi influencer mon score. Et ça effraie parce que ça nous rappelle un peu l'épisode de Black Mirror, pour ceux qui connaissent, où le score est influencé en fonction du comportement. Mais ce n'est pas un modèle uniquement chinois. Dites-vous qu'en Europe, on a aussi ce modèle, un peu plus invisible, notamment avec Uber. Donc Uber, on l'utilise pour certains tous les jours. Uber sait où on habite, Uber sait où on travaille, Uber sait qu'est-ce qu'on mange, parce qu'ils ont développé Uber Eats. Et Uber, finalement, a collecté énormément de données. Et à chaque fois qu'on va prendre un chauffeur Uber, par exemple, le chauffeur va nous scorer. Et on va également noter le chauffeur. Donc finalement, si par exemple, mon ami qui a un score de 5 et j'ai un score de 4, la prochaine fois qu'on va appeler un chauffeur en même temps, il va trouver un chauffeur plus rapidement que moi, parce qu'il a un score beaucoup plus important. Donc en fait, le score est présent et la donnée est présente au quotidien. Mais c'est important de réfléchir comment justement utiliser cette donnée à bon escient et voir comment l'adapter à nos marchés, l'adapter à notre entreprise et faire en sorte qu'il y ait un contre-pouvoir qui existe. Eh bien, j'ai pris cette photo du créateur d'Alibaba, qui est Jack Ma, un visionnaire assez unique, qui, lors de ses dernières conférences, a beaucoup parlé de la transformation entre l'ère de l'IT, donc la technologie de l'information, à l'ère de la DT, la technologie de la donnée. Donc, il a dit que pendant très longtemps, on était très très focalisé sur la technologie, donc le T de technologie, à savoir l'IoT, le cloud, la blockchain, et on en passe. Mais c'est tout relié à la technologie. Par contre, on a très très peu parlé de l'information, donc du I et du D, de la data. Et aujourd'hui, on en parle de plus en plus, parce que c'est ce qui crée la 4e révolution industrielle, voire même la 5e, qui n'est plus la technologie de l'information, mais qui est la technologie de la personnalisation.
C'est-à-dire que demain, on va avoir des produits de plus en plus personnalisés. Mais c'est important de penser à un contre-pouvoir, et c'est la raison pour laquelle j'ai pris cette photo qui montre Jack Ma en train d'exercer le Tai Chi, qui est un art martial chinois, et qui consiste à utiliser le pouvoir de l'autre pour le renvoyer contre lui. Et en fait, c'est intéressant parce qu'il essaie de montrer qu'il faut utiliser la donnée pour pouvoir faire en sorte qu'on est mieux qu'elle et qu'on a des valeurs derrière. Et que ce qui est extrêmement important, et ce que j'ai remarqué en France après cette année passée à Paris, comparé à ce que j'ai vu en Chine, c'est qu'en France, on a beaucoup de valeurs, et notamment l'éthique. C'est pour ça qu'on est choqué à chaque fois de voir l'utilisation de la donnée, ses scores, etc. Et que le futur sera bien sûr hyper technologique, hyper digital, mais sera énormément basé sur les valeurs. Et il faut énormément penser à comment mettre les valeurs au-dessus de la technologie. Merci à tous. Je garde avec moi Yacine pour la question. Merci Yacine de cet éclairage sur le pouvoir d'information, le pouvoir de la donnée et toute cette masse d'informations qui devient presque exponentielle avec les objets connectés. Donc grâce aux réseaux sociaux, on connaît nos habitudes, on connaît nos émotions, on connaît nos achats presque. Ok, très très bien, mais sur la qualité de traitement de cette information, c'est-à-dire comment on peut être sûr que toutes ces données sont parfaitement analysées et que finalement, pour les entreprises qui souhaitent se lancer dans du big data ou qui l'utilisent, ont vraiment une information au final par rapport à la définition de leur stratégie qualifiée. Alors, je pense que dans un premier temps, on voit que les jobs changent avec le temps. Que pendant les 5 dernières années, on a vu un recrutement assez important de data analystes, de BI, de tout type d'ingénieurs qui viennent traiter cette donnée pour savoir la collecter, savoir la traiter, savoir la mettre en forme et savoir permettre aux dirigeants de prendre de bonnes décisions qui sont basées sur les données. Donc, je pense que la donnée, certes, peut permettre de prendre des décisions, mais il y a des chiffres qui montrent que malgré ces données, les décideurs, et surtout en France, plus de 70% vont se baser sur leur instinct. Donc même si on recrute ces développeurs, ces ingénieurs, derrière, on aura besoin d'avoir des leaders qui soient visionnaires, qui aient des instincts très très forts et une force de conviction et des valeurs. Et je pense que même chez Alibaba qui recrute 70% de développeurs sur les 70 000 employés, ils se basent beaucoup sur les soft skills. Ce qu'on appelle les soft skills, c'est l'intelligence émotionnelle, c'est la créativité, etc. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas tout faire qu'avec la donnée. Donc c'est extrêmement important de voir des personnes qui sachent créer des relations, donc, qui sont intelligents émotionnellement, qui sachent créer, etc. Alors tu parles d'Alibaba, qui recrute énormément évidemment, qui également en stratégie d'acquisition, ils ont acheté en début d'année une boîte allemande, une start-up allemande qui s'appelle Data Artisans pour 130 millions de dollars, qui est spécialisée dans l'analyse de données entre autres, et avec lesquels ils travaillaient depuis 2016. La question est, est-ce qu'Alibaba c'est du e-commerce ou c'est vraiment de la big data au final ? Et au fil des années, toi qui les connais bien, quand s'est effectué ce virage de plateforme e-commerce qui finalement s'intéresse plus à la data parce que ça lui semble bien plus précieux au final que de la vente e-commerce? Alors, en fait, on voit toujours Alibaba comme je dis au départ, comme le Amazon chinois. Mais en fait, Alibaba, si on devait la définir en une seule phrase, on dirait que c'est une économie qui est basée sur la donnée. En fait, tout est fait sur la donnée. Et Alibaba, depuis le départ, a travaillé sur la donnée. On parle d'e-commerce parce que c'était les premières plateformes qu'ils ont créées. Mais aujourd'hui, Alibaba, c'est l'équivalent de YouTube, c'est l'équivalent de Google, c'est l'équivalent de Booking.com, c'est l'équivalent de PayPal. Donc en fait, ils ont créé une multitude de plateformes qui donnent accès aux utilisateurs à une multitude de services. Donc en fait,
Alibaba, au-delà de pouvoir gérer la partie e-commerce, ils sont là pour pouvoir connecter les gens entre eux. Donc leur objectif et leur mission, en anglais, c'est « make it easy to do business anywhere », c'est-à-dire permettre à tout le monde de faire du business sur leur plateforme. Et d'ailleurs, vu que c'est une entreprise qui est basée sur la donnée, derrière, il faut avoir une infrastructure technologique qui soit très solide. D'où la création, fin 2010, de l'entreprise qui s'appelle Alibaba Cloud, qui est l'équivalent de Amazon Web Services, pour ceux qui connaissent, et qui fait aujourd'hui la moitié de la taille d'Amazon Web Services, et qui est basée uniquement sur comment collecter cette donnée, comment faire en sorte qu'elle soit bien traitée, comment faire en sorte qu'elle soit bien analysée, qu'elle soit bien dispatchée, mise en forme, etc. Et aujourd'hui, Alibaba Cloud est sponsor des Jeux Olympiques, par exemple, et on va en entendre de plus en plus parler, parce que leur ambition est de se développer à l'international, parce qu'ils ont vu justement l'intérêt de collecter la donnée au-delà de la Chine. Alors, Dominique Cumming, qui est le directeur de communication de la campagne Brexit, explique que si vous voulez prendre le pouvoir en politique, pas la peine d'employer des communicants ou des experts, mais plutôt des spin docteurs digitaux, des experts de la data, de la big data. Est-ce que cela veut dire que finalement la prise de pouvoir, le cercle s'intéresse au pouvoir cette année, qu'il soit politique, qu'il soit économique, passera justement par cette expertise plus digitale de l'analyse de la donnée, selon toi? Alors, certes, avoir des spin doctors de la data, des analystes, etc., c'est hyper important. Mais derrière, comment analyser cette donnée, comment permettre de prendre des décisions et comment influencer derrière. Donc certes, on peut avoir des machines qui peuvent être extrêmement intelligentes, mais le plus important, c'est comment justement utiliser la machine et les données, parce que demain, vous aurez, dans les 5 ans à venir, vous aurez 6 milliards de personnes qui seront sur Internet. Et vous aurez toutes les informations qui seront sur le cloud. Donc les machines seront certes beaucoup plus intelligentes que nous. Donc il nous faudra des data analystes, il nous faudra tout le monde pour gérer de la donnée, etc. Mais après-demain, comment on permettra aux dirigeants de se développer, comment on permettra à la crypto-monnaie de se développer. Imaginons un monde où on n'a que de la crypto-monnaie qui existe, on n'a que de la blockchain qui existe. On ne va pas laisser les machines prendre le pouvoir sur nous. Donc forcément, ce qui sera important, ce sera des personnes qui sont experts en soft skills, des personnes qui seront experts en intelligence émotionnelle, des experts en tout type de compétences que les machines ne peuvent pas faire. Et d'ailleurs, Jack Ma, dans ses dernières conférences, a beaucoup parlé de la transformation de l'éducation. Et c'est d'ailleurs ce qu'il va faire dans le futur, quand il va prendre sa retraite en septembre, c'est de se focaliser sur l'éducation de nouvelles générations qui sont les millennials et qui sont extrêmement focalisées sur leur téléphone, sur leur smartphone, sur leurs ordinateurs, leurs jeux, les Instagram, etc., pour leur montrer l'importance des valeurs, pour leur montrer l'importance de faire du sport, par exemple, de se focaliser sur de la culture, sur des choses que les machines demain ne pourront pas faire. Voilà. Merci. Merci Yacine. Est-ce que vous avez des questions pour Yacine? Oui. Quelles sont les valeurs d'Alibaba? Alors, excellente question. J'aurais voulu en parler pendant la présentation, mais malheureusement, le temps ne le permettait pas. Alors, Alibaba a 6 valeurs. Étant donné qu'ils ont 1 milliard de clients, ils ne les connaissent pas. Donc, la première valeur, c'est Client First, donc, le client number one. La deuxième valeur, c'est Embrace Change, c'est-à-dire on doit s'adapter au changement. La troisième valeur, c'est l'intégrité. La quatrième, c'est le travail d'équipe, parce qu'on est amené à travailler dans des équipes différentes. Moi-même, en 4 ans, j'ai dû changer 12 fois d'équipe. Donc j'ai dû m'adapter au changement, j'ai dû apprendre à travailler avec de nouvelles équipes, etc. Il y a le commitment, c'est-à-dire il faut être engagé sur nos missions, etc. Et il y a la passion. Alors je pense que c'est la partie la plus intéressante. Pourquoi? Parce que c'est ce qui met en avant la personne. Et d'ailleurs, il y a un concept qui est intéressant, qui a été développé par les Japonais, qui s'appelle le Ikigai.
Et en fait, c'est un concept qui montre un peu la volonté de trouver une espérance de vie ou un objectif dans la vie. Et ça passe par la passion. Une fois qu'on trouve notre passion, ça pourrait être parfait. Donc moi, j'étais passionné par exemple par la Chine. Donc j'ai pu rester 4 ans chez Alibaba. J'étais considéré comme des employés les plus anciens du groupe. Parce que j'étais passionné par mon métier. Donc en fait, ces valeurs sont extrêmement importantes, à tel point que 50% de notre évaluation semestrielle est basée sur notre adaptation, notre passion, notre commitment, etc. Donc sur les 6 valeurs d'Alibaba. Ce n'est pas uniquement sur quel est le chiffre que je génère. Et c'est ce qui fait l'originalité d'Alibaba et l'originalité de ces mégatech dont on parle. Donc c'est comment mettre les valeurs au-dessus des chiffres, au-dessus de ce qu'on peut voir dans les autres entreprises. Oui, Olivier. Vous avez dit tout à l'heure que vous aviez observé un changement au niveau de l'importance des valeurs en arrivant en France. Moi, j'ai quand même une vraie question, parce que quand on voit aujourd'hui la Chine a, j'ai envie de dire, une grande capacité à saisir des données, reconnaissance faciale, données génétiques, mais à des niveaux quantitatifs énormes, qui a le pouvoir, au bout du compte, de faire que l'utilisation de ces données va se faire avec des valeurs. Voilà. Et lesquelles? Est-ce que ce sont les responsables techniques, ceux qui gèrent les données? Est-ce que ce sont les politiques? Est-ce qu'il y a des comités d'éthique? Comment ça marche? Alors, pour le cas d'Alibaba, je vais prendre le cas d'Alibaba parce que c'est le plus illustratif et celui que je connais le mieux. Je pense que la responsabilité est portée sur Jack Ma, qui s'oblige, avant sa retraite, d'instaurer cette culture d'entreprise et de faire en sorte que les valeurs soient instaurées. Parce que s'il n'y a plus de valeurs chez Alibaba, l'utilisation de la donnée sera faite de manière extrêmement négative ou ne sera pas bien gérée, etc. Et que l'entreprise n'aura plus son identité. Donc, une fois qu'il a instauré ça, c'est adapté par tout le staff et tous les employés. Je pense qu'en Europe, c'est pareil. En Europe, la majorité des entreprises vont penser aux valeurs. Mais malheureusement, ce que j'ai remarqué, c'est que certes, on a des valeurs qui sont importantes, mais on ne va pas peut-être se baser sur l'évaluation. On va se focaliser uniquement sur des objectifs quantitatifs. Et pour le cas des GAFA et le cas des BATX en Chine, ils focalisent énormément d'efforts sur l'importance des valeurs et l'importance d'évaluer ces valeurs. Donc ce qui pourrait faire le succès de certaines entreprises européennes dans la technologie demain, pour avoir un rival des Chinois et des Américains, ça serait justement de lier la technologie et les valeurs. Et vraiment avoir une bonne balance entre les deux. C'est ma vision des choses. Samuel. Yacine, est-ce que tu peux nous dire comment tu vois évoluer l'évolution, enfin, comment tu vois changer le centre de gravité décisionnelle à l'entreprise? Qui va avoir le pouvoir demain? Je pense que si je me base sur mon expérience personnelle, j'ai dû faire pendant 4 ans à 12 boss différents, donc j'ai pu voir des styles de management différents, extrêmement chinois. Après, c'est très hiérarchique, mais ce que j'ai vu évoluer avec le temps, c'est que l'employé a de plus en plus le pouvoir de décision, parce que c'est lui qui a accès à la donnée. Et que, bien sûr, les dirigeants ont accès à la donnée aussi, mais que, historiquement, les dirigeants, il y a 10 ans peut-être, étaient les seuls qui avaient accès à la donnée. Mais aujourd'hui, tout le monde dans l'entreprise peut y avoir accès. Donc tout le monde peut prendre des décisions, tout le monde peut avoir de plus en plus d'idées à donner, de plus en plus de choses très créatives et de permettre d'évoluer très rapidement. Donc en fait, la donnée va permettre un peu de démocratiser ces silos qui existent et de permettre à n'importe qui d'être peut-être leader demain. C'est pour ça qu'on voit la naissance de beaucoup de startups, notamment parce que on voit la technologie, on voit les idées qui émergent et on voit cet accès à la donnée qui est assez important.
Yacine, moi, hier, il se trouve que je discutais avec Zhonggan, qui est la marketplace chinoise d'assurance. Je suis entré en relation avec eux pour voir s'il y avait un truc à faire en France ou en Europe. Et les gars m'ont dit ouais, on est super intéressés, mais pas avant 18 mois. Je dis mais pourquoi? Parce qu'en fait, on comprend pas encore comment notre modèle peut marcher en Europe. Je dis mais pourquoi? Parce que finalement, c'est de la data. Je dis non, mais on ne comprend pas les consommateurs. Et donc, ils étaient un peu dans ton sujet. Et donc, je fais le parallèle avec ça. Pourquoi une plateforme comme Alibaba pourrait arriver en Europe et qu'est-ce qui ferait le bridge entre le modèle un peu caricatural chinois et puis la vieille Europe, l'Europe des Lumières, etc. Alors, comment Alibaba arrive en Europe et comment une entreprise chinoise pourrait arriver en Europe? C'est une question extrêmement complexe. D'ailleurs, Alibaba a essayé de le faire pendant 15 fois. Enfin, durant les 20 dernières années, ils l'ont fait 15 fois et ça n'a pas marché. Donc, ils ont 3 grandes stratégies de développement international parce qu'ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas dupliquer le modèle chinois et le transposer en Europe. Parce que les cultures sont différentes, parce que les consommateurs sont différents, parce que les valeurs sont différentes, etc. Donc, dans un premier temps, ils pensent aux touristes chinois. Parce que ces touristes chinois qui voyagent de plus en plus, aujourd'hui sont de 150 millions, demain seront de 500 millions. Se focaliser dans un premier temps sur comment faire en sorte que l'image de la Chine s'améliore, comment faire en sorte que, par exemple, pour les utilisateurs d'Alipay, qui sont principalement chinois, qui viennent à Paris, peuvent aller aux Galeries Lafayette, peuvent aller au Printemps, etc., utiliser leurs moyens de paiement. Donc faire en sorte qu'un maximum de points de vente ou d'entreprises locales puissent comprendre le système chinois. Ensuite, ça passe beaucoup par de l'acquisition. Donc en fait, Alibaba a tellement de cash qu'ils ont fait la plus grosse introduction en bourse de l'histoire, avec 25 milliards de dollars qui ont été levés, peut racheter n'importe quelle entreprise. Donc on peut imaginer Alibaba racheter une assurance ou une banque française, ce qui peut être envisagé très prochainement. Et la troisième chose, ça passe beaucoup par des partenariats. On le voit dans les plateformes d'Alibaba, ou d'Alipay en l'occurrence, on voit énormément d'assurances qui sont offertes, énormément de banques qui sont partenaires d'Alibaba parce que Alibaba ne connaît pas le marché. Donc ils sont obligés d'apprendre du partenaire. Et donc ils vont laisser le partenaire bien comprendre aussi le système chinois. Et finalement, ils pourront créer une plateforme qui est adaptée aux deux marchés. Mais on ne peut jamais imaginer le modèle chinois venir être transposé tel quel en Europe. Une petite question, Yacine, en prolongement d'une question précédente. Le modèle politique chinois est un modèle conquérant, pour le moins. Alibaba, est-ce que, 1, c'est sa tête de pont? 2, est-ce que c'est une entreprise libre? Ah. C'est important. Joker. Personnellement, pour avoir travaillé, encore une fois, pour avoir travaillé pour cette entreprise, je n'ai jamais senti une pression gouvernementale ou dire non, on ne peut pas faire telle ou telle chose à cause d'un dirigeant externe à Alibaba. Donc en fait, c'est une entreprise privée, certes. Après, je pense que les Chinois voient le gouvernement d'une manière extrêmement positive. Pourquoi? Parce que s'ils n'avaient pas été autant protectionnistes, on n'aurait pas eu les Alibaba, on n'aurait pas eu les Tencent, les WeChat, on aurait eu du Google, on aurait eu du Facebook qui aurait transposé son modèle en Chine. Donc en Chine, on a toutes ces plateformes américaines qui sont bloquées. Donc finalement, je pense que le gouvernement chinois, certes, est vu d'une certaine manière parce qu'on le voit extrêmement protectionniste, extrêmement conquérant, etc. Mais derrière, il y a une ambition des entrepreneurs chinois, il y a une ambition de créer des choses, il y a une ambition de faire des choses encore mieux qu'il y a 20 ans, parce qu'il y a 20 ou 30 ans, la Chine était très pauvre, et qu'aujourd'hui, tout est possible. Et que quand on parlait du American Dream, aujourd'hui on parle du Chinese Dream parce que tout est possible. Et qu'aujourd'hui, il y a une chose que je dis à chaque fois, c'est qu'en Chine, tout est difficile, mais tout est possible. Alors qu'en Europe, j'ai l'impression que tout est facile, mais rien n'est possible. Enfin,
je caricaturise, mais dans le sens où j'ai pu créer mon entreprise en Chine en une demi-journée, j'ai pu la revendre à 500 000 € en 1 an et demi d'activité. Jamais ça me serait arrivé en Europe à ce moment-là. Donc, en fait, on a souvent l'image de la Chine comme un État totalitaire, etc. Mais personnellement, je ne vois pas de cette manière-là. Et je vois les grands groupes comme Alibaba, Tencent se développer, bien sûr grâce au gouvernement, mais derrière, les décisions sont prises en interne. Bien sûr, il y a des cercles d'influence. Après, comme toute entreprise, je pense. Voilà. Merci beaucoup. Bravo à toi. Merci.